orthoptiste libérale, PDG de Atlantique et enseignante. Je reçois aujourd'hui Nadja Rousseau. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast, dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre, et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques, comme l'optimisation des cotations ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours de Nadja et de ses nombreuses activités, qui a la particularité d'avoir une activité mixte entre libéral et salariat. Nous aborderons plusieurs thématiques, comme les différents protocoles de collaboration ophta-ortho et la toute nouvelle cotation AMY 8.7. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. L'enregistrement est lancé. Notre invité aujourd'hui, Nadja Rousseau, orthoptiste de son état. Bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, on va parler évidemment d'orthopsie, ton choix de faire du libéral et du salariat, le fait que tu sois PDG d'une société qui s'appelle Orth Atlantique. On parlera également d'AMY 8.7, la toute nouvelle, et puis plein d'autres petites choses. Est-ce que ça te va comme programme? C'est parfait. Merci Sébastien de l'invitation déjà. Avec plaisir. Et bien donc, du coup, pour respecter la tradition, je vais te laisser te présenter de façon succincte. Ok, donc moi je suis orthoptiste diplômée de l'école de Nantes depuis 2009. J'ai fait du salariat en sortant d'école pendant 14 ans avec un ophtalmo qui s'appelle le docteur Zanlangui, donc qui était spécialisé en aptitude visuelle, en génétique, en basse vision. Maintenant, j'ai une activité mixte, donc c'est un rapprochement familial en fait. J'ai suivi mon conjoint en Bretagne où j'ai dû laisser mon activité avec le docteur Zanlonghi et puis avoir d'autres activités. Je fais du mixte maintenant. J'ai une activité salariale en lien avec le CHU de Rennes, dont on va peut-être parler tout à l'heure, donc où je fais de la téléophtalmologie dans les EHPAD. Et sinon, j'ai mon cabinet qui est dans le Morbihan, à la limite de l'Ille-et-Vilaine, où je pratique une activité orthoptique classique, du renouvellement de lunettes, du protocole Muren, et puis voilà, c'est déjà bien. Et en plus de ça, donc je gère effectivement je suis présidente de Orth Atlantique 35, donc Nord et Bretagne, et je gère ces régions-là pour une société d'orthoptistes libéraux. D'accord, Voilà. super. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre tout ça, tout doucement, puisqu'on a le temps. J'aimerais déjà savoir comment est-ce que t'es venue cette vocation de devenir orthoptiste? Alors, j'ai commencé par faire 2 années de médecine, comme beaucoup, que j'ai lamentablement échoué. Et donc, dans le médical paramédical, donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Et donc, j'ai trouvé l'orthopsie. Donc, j'ai pas fait de stage. Je suis rentrée directement en école. J'ai passé le concours et j'ai été prise. Et en fait, ça m'a plu. Donc, à l'école de Nantes, c'est très axé strabologie et examen complémentaire. En tout cas, ça l'était à l'époque. Et donc, ça m'a beaucoup plu. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, tu le disais, tu as commencé par du salariat pendant un bon Oui. nombre d'années. Qu'est-ce qui a fait que tu aies fait le choix entre salariat et libéral? Alors, en sortant d'école, j'avais peur de me mettre en libéral. Et puis, c'est vrai qu'à l'école de Nantes, on est peu formé, enfin, on était peu formé en tout cas à l'accès au libéral. Donc, j'étais plutôt partie salariat. Et en fait, j'ai rejoint une amie qui était sortie de l'école de Nantes aussi, qui était déjà salariée avec ce médecin-là et avec le docteur Zanlonghi. Et du coup, je l'ai rejoint. Et en fait, voilà, c'est un peu mon mentor. C'est lui qui m'a tout appris sur l'électrophile, la basse vision, la génétique, qui m'a permis de passer des DU. J'ai le DU de technique d'examen en ophtalmologie de Lariboisière. Et j'ai également le DU de dystrophie héréditaire de la rétine et du nerf optique. Donc, c'est un peu le DU de génétique. Voilà. Et je fais partie des 3 premiers orthoptistes qui ont eu la chance de s'inscrire. Donc, c'était vraiment voilà, le docteur Zanlonghi qui nous a permis tout ça.
Donc voilà. D'accord, toujours précurseur, hein, ce docteur Zamangui. Euh, Oui, c'est ça. Très bien, donc du coup, déménagement, tu l'as dit, en Bretagne. Maintenant, tu as une activité mixte. Comment tu la décomposes? Alors déjà, peut-être qu'on peut parler de ton activité salariée. Explique-nous Oui. un petit peu ça. Alors, mon activité salariée, c'est sur une journée, donc c'est un 0,2%. Alors ça a été un peu compliqué parce que, c'est en fait suite à un appel à projet, du CHU de Rennes, avec l'ARS, Bretagne, pour faire de la téléophtalmologie dans les EHPAD. Parce que alors ça, c'est un gros sujet aussi, l'ophtalmo en général dans les EHPAD. En fait, on sait qu'il y a très peu de suivi, dans ces structures-là. Et donc, du coup, voilà, ils essaient de mettre ça en place, de voir comment on peut apporter des soins et un suivi pour la personne âgée. Et donc, le protocole a été accepté pour un financement pour du matériel et un temps de salariat. Donc, j'ai eu la chance de faire partie du projet. Donc, ça fait maintenant, ça fait 4 ans et demi que je fais ça. Donc avec le service du professeur Mouriot au CHU de Rennes et avec un ophtalmo qui s'appelle le docteur Sautout plus particulièrement. Voilà, où je vais dans les EHPAD avec du matériel portable, rétinophoto, lampe à fente, etc. Voilà, tout ce qu'il faut. Je fais mon examen, je transmets ensuite au médecin qui relit, un petit peu comme, on pourrait dire du protocole Muren, mais un petit peu amélioré. Parce que forcément, l'examen sur la personne âgée, bah, c'est pas pareil, c'est compliqué, surtout en EHPAD où il y a plus de 60% des patients qui ont des troubles cognitifs, donc l'examen n'est pas toujours simple, ça prend du temps. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de développer pour faire en libéral, mais pour l'instant c'est très très compliqué parce que bah, qui dit prendre du temps, dit prendre de l'argent aussi. Donc pour l'instant c'est un projet qui nous semble viable que en salariat. D'accord. Donc, Et donc, du coup, moi, j'avais entendu dire que le petit souci dans cette activité-là, c'est que malheureusement, les patients ne pouvant pas se déplacer, ils auraient besoin de soins, besoin d'être reconvoqués, donc du coup, de venir au CHU, en l'occurrence, mais que ben, il y avait pas mal d'abandon de soins et qu'on ne pouvait pas les recevoir parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Est-ce que c'est toujours comme ça? Comment ça se passe? alors oui, en fait, en pratique, euh, il y a le soin ophtalmo en lui-même. On s'est rendu compte que c'était pas le plus important. C'est vrai qu'il y a plus de 50% des patients en EHPAD qui ont une cataracte et qui devraient être opérés. C'est ce qui ressort de nos statistiques. Euh, mais au final, on ne va pas tous les reconvoquer parce qu'il y en a plein qui ne peuvent pas, sur le plan général, qui ne peuvent pas bouger, ou ce serait une chirurgie trop complexe, ou on va les laisser tranquilles parce que de toute façon, ils ne sont pas gênés, hein. C'est vrai qu'en général, ils disent que tout va bien, ils sont 2-3 dixièmes, mais voilà. Donc au final, le soin chirurgical, ce n'est pas la majorité des gens. Et ça doit être, dans nos stats, ça ressort à peu près à 5%. D'accord, Ouais. Sur, je vous dis, j'ai dit quoi? J'ai dit plus de 50%, non, c'est plus de 30% des patients qui ont une cataracte d'accord, en EHPAD. Euh, et du coup, ce qu'on va leur apporter de principal, c'est d'abord les lunettes, hein, parce qu'il y en a plein, les lunettes sont cassées, perdues, ah oui, pas portées, échangées. Et en fait, bah, on passe souvent d'une acuité visuelle considérée comme de la basse vision à plus. Donc ça, c'est la première chose et c'est la principale chose pour laquelle on va les aider, pour laquelle on va les aider. Et la deuxième, ben, c'est pour les patients qui ont moins de troubles cognitifs, ça va être l'apport de ce qu'on peut faire en plus des lunettes. Déjà, quand portez vos lunettes, l'apport fonctionnel, en fait, l'apport de l'orthoptiste. Ben oui, effectivement, là, vous avez une démêlère, on ne peut plus faire grand-chose, mais on va vous apporter des filtres, les larmes artificielles pour les yeux secs. Ça, c'est énorme aussi, des patients qui ont des ectropions, voilà, juste les larmes artificielles plus les lunettes, déjà, c'est énorme. Et aussi l'éducation thérapeutique. En fait, l'éducation aux soignants qui les entourent, l'équipe éducative, l'équipe soignante. Voilà, souvent, ils me disent, bah, moi, j'ai un patient, j'essaie de faire des activités avec lui et je ne sais pas ce qu'il voit. Et en fait, c'est là où on va leur apporter beaucoup ah oui. dans la prise en D'accord. charge. Super, alors du coup, beaucoup d'accompagnement, hein. Ouais, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de lunettes et très peu de soins comme on pourrait l'entendre en pratique.
D'accord, très bien. Et donc du coup, maintenant, venons-en à ton activité libérale dans ton cabinet, quelque chose de plus classique, j'imagine? Oui, tout à fait. Alors moi, je voulais me lancer après avoir quitté Nantes et être venue en Bretagne, je voulais, avoir une activité libérale, voilà, ça y est, il était temps, il fallait que je me lance. Et donc là, j'ai une amie, toujours la même amie, qui a travaillé chez le docteur Zanlonghi, qui avait, créé une structure d'orthoptistes libéraux qui s'appelle Ortho Atlantique, qui fonctionnait déjà très bien et elle me dit: «Voilà, je veux lancer ça national, je veux qu'on se développe, ça fonctionne très, très bien». Et c'est vrai que sur le principe, c'est de la mutualisation de connaissances, de moyens, de matériel, donc ça fonctionne très, très bien pour les ophtalmos, donc pourquoi pas pour les orthoptistes? Et donc je lui ai dit: «Banco, allons-y, on essaye, on ouvre le premier centre, hors, Nantes et on voit ce que ça donne». Et donc là, on est rendu à 5 cabinets en Bretagne et on a encore, plusieurs donc voilà, ça se développe petit à petit. Et en même temps, ça me permet la gestion d'Ortho Atlantique, mais en même temps, ça me permet d'ouvrir aussi de pratiquer, donc d'avoir une pratique libérale et de pouvoir, mettre, en pratique tout ce que j'ai appris avec le docteur Zanlonghi, donc des bilans d'aptitude parce que là où je suis pas loin d'une caserne, militaire, donc voilà, je peux toujours faire un petit peu ça. Des bilans basse vision, voilà, puis de l'orthopsie plus classique, de la neurovision et du protocole lunettes dans tous ses états. C'est-à-dire du protocole Muren, du renouvellement et puis de la primo-prescription. D'accord, mais si ça t'ennuie pas, ce qu'on va faire, c'est que déjà tu vas nous rappeler, hors de l'Atlantique, comment est-ce que si éventuellement il y a des orthoptistes qui sont actuellement salariés et qui veulent, s'installer et peut-être avec l'aide d'Hort Atlantique, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu, qu'est-ce que Hort Atlantique va, apporter finalement à quelqu'un qui va s'installer? En fait, comme c'est de la mutualisation de moyens et de matériel, l'orthoptiste qui va s'installer va pas avoir à débourser de l'argent pour le loyer de son cabinet, pour son matériel. Il va pouvoir s'installer directement sans prendre, de risques financiers. Donc ça, c'est le gros plus de base. Donc pour toutes les personnes qui ont peur de s'installer un peu comme moi en sortie d'école, heu, voilà, c'est l'idéal parce que, on prend pas de risques, parce que, les autres qui sont présents sont là pour accompagner aussi, aider. Ben là, il faut que tu fasses, telle démarche, voilà comment ça va se passer. C'est vrai que quand on est tout seul, c'est quand même compliqué. C'est vrai que je l'ai pas dit, j'ai eu une petite expérience, libérale en collaboration, classique, en arrivant en Bretagne et voilà, j'étais sur, du papier crayon, j'étais toute seule dans mon coin, j'avais beau demander à l'orthoptiste qui m'avait pris en collaboration: «Bah, là, il faut que je fasse quelle chose, les impôts, comment ça va se passer?» et cetera. Et ben, elle m'aidait pas du tout, j'étais toute seule. Donc puis j'avais pas de matériel. Voilà, je sais très bien comment ça peut être quand une collaboration en libéral où c'est un peu l'enfer, et ben là, tout ce côté-là, on l'a pas. On n'est pas tout seul, on a du matériel, on n'a pas de risque financier. Donc voilà, on peut aussi garder une activité mixte, tout comme moi et comme beaucoup d'orthoptistes dans Atlantique, parce que ça reste intéressant aussi de faire, du salariat. Donc voilà. Super. Alors raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que, les protocoles que tu effectues, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel, hein? Ce sera du coup, pédagogique pour tout le monde. Est-ce que tu peux, nous rappeler les différents protocoles que tu pratiques et on terminera par la YQ.7, le dernier né? On parle aussi du renouvellement de lunettes Oui, ou juste tout le à fait. protocole Muren? Ouais. Ouais. Alors, c'est vrai que pour le patient, c'est pas toujours simple C'est parce ça. que, en fait, quand il prend rendez-vous, il y a plusieurs, items qui sont marqués sur Doctolib. Alors tout dépend sur quel Doctolib il prend rendez-vous et en plus, quels items il y a derrière. Donc, il y a plusieurs items. Le premier, c'est le renouvellement de lunettes, donc il y en a 3 de 0 à 16, de 16 à 42 et au-delà de 42. Donc déjà, il faut qu'il sache dans quelle tranche, il se situe. Jusque-là, ça va. Donc jusque-là, ça va. Donc il clique sur son rendez-vous. Il faut qu'il ramène son ordonnance qui doit dater de moins de 5 ans pour les 42 ans, de moins de 3 ans pour les patients de plus de 42 ans et de moins de 1 an pour les patients de 0 à 16 ans. Donc en pratique,
les patients de 0 à 16 ans, moi, je les renouvelle très, très peu parce qu'en général, ils ont un suivi ophtalmo. Ils les ont vus depuis moins d'1 an et ils ont un suivi régulier et puis, si c'est pour, changer des lunettes sans avoir de cycloplégie, bon, c'est un peu border. En pratique, sauf si les lunettes se cassent et qu'il en a besoin absolument tout de suite, j'en fais très peu. D'accord. La majorité, ça va être les patients, entre 16 et 42 ans et plus de 42 ans, qui vont venir pour des renouvellements de lunettes. Plus de 42 ans, ça peut être problématique parce que, alors c'est pour les patients plus âgés, mais en général, on va retrouver, des pathologies associées. Donc du coup, on va renvoyer vers l'ophtalmo derrière. Il faut qu'il y ait pas d'amblyopie, bien sûr, pas de pathologie à renouveler. D'accord. Donc du coup, tu le disais, tu pratiques la YM 8.7 qui est maintenant la toute nouvelle, cotation. Est-ce que tu peux nous en parler, celle-ci? Oui, alors donc c'est la primo-prescription, c'est, un arrêté du 25 janvier 2023. Je regarde parce que je le connais pas par cœur, mais voilà, c'est tout récent, c'est un tout petit peu plus d'1 an, et c'est quelque chose qui est pas du tout connu par les patients, en fait. Je pense que tout le monde les patients sont pas vraiment au courant qu'on peut renouveler les lunettes ou prescrire des lunettes pour les patients de 16 à 42 ans. Alors il y a en fait, ils sont souvent envoyés, parce on est tous pareils, hein, on va parler aux prescripteurs qui sont autour, à l'opticien du coin, aux orthophonistes et cetera pour leur dire: «Bah, moi, je fais du renouvellement de lunettes, je fais aussi de la primo-prescription, donc n'hésitez pas si vous pensez qu'il y a besoin». Donc ils envoient un petit peu, mais c'est pas quelque chose, que les patients, auxquels les patients vont penser d'eux-mêmes, finalement. Donc finalement, j'en ai pas tant que ça. Sachant que la primo-prescription, il faut qu'ils aient jamais vu d'ophtalmo en théorie. Mmh. Il faut, qu'ils aient une, amétropie située entre -3 et +3 de myopie ou d'hypermétropie et un astigmatisme inférieur à 1. Donc ça restreint encore un petit peu le champ des possibles. Alors bien sûr, faut qu'il y ait toujours pareil, hein, faut qu'ils aient pas de pathologie, ophtalmo, particulière, faut que tout aille bien. Sinon, on les renvoie chez l'ophtalmo encore une fois. Donc voilà, ça restreint un petit peu. On pourra avoir plus de patients, mais au final, c'est quelque chose qui est pas très connu. D'accord. Est-ce que tu sais, peut-être ça va au-delà, hein, de ton expérience, mais est-ce que tu sais si la YM 8.7, il peut être, je dirais, réalisé, coté par une orthoptiste en salariat? A priori, oui. C'est une bonne question. Je pense que oui, parce que, les orthoptistes salariés ont c'est la même, NGAP, enfin c'est les mêmes cotations pour tout le monde. Donc je pense que oui. C'est vrai que c'est une bonne question. Je ne sais pas si ça se fait en Parce que pratique. du coup, je pensais à quelque chose, je me disais que peut-être que, les patients, pourraient être vus, je dirais dans un cycle où, on mettrait, des patients qui viennent voir l'ophtalmo au départ, hein, mais si, ils voient l'orthoptiste en 1re intention, qu'elle soit d'ailleurs, libérale ou salariée, peu importe, et puis si, le patient rentre dans la case des 16-42 en primo-prescription, du coup, il n'aurait pas le besoin d'aller voir l'ophtalmo. C'était a priori, ça peut être envisageable. Ça pourrait être envisageable. Je réfléchis parce que sinon ouais, ça veut dire que le patient ne demande pas de relecture par l'ophtalmo derrière. C'est ça. Ouais, est-ce qu'il y a, ouais, je ne sais pas s'il y a un grand intérêt à faire ça. C'est quelque chose qui pourrait s'envisager. Faudrait voir. D'accord, très bien. Donc AMY 8.7, on l'a vu. Du coup, parce qu'au préalable, toi, avant ça, tu faisais de l'AMY 8, j'imagine, 8,5? Oui, C'est ça, donc mais c'est maintenant pareil, au final, il y en avait pas beaucoup. Ce qui ouais, fonctionne le mieux, c'est le protocole RNM parce d'accord. que les patients, prennent rendez-vous sur le Doctolib du médecin. Donc, voilà, ils voient, consultation ophtalmo et Oui. puis on leur dit: «Non, c'est une consultation avec un orthoptiste» et donc là, il faut qu'ils renseignent: «Est-ce que vous avez, entre 6 et 49 ans?» et là, ils viennent. Donc ça se remplit très bien parce qu'il y a une bonne visibilité. Après sur, mon Doctolib à moi, j'ai la même chose et ça se remplit beaucoup moins bien. Eh bien sûr, parce que pour l'instant, le parcours n'est pas encore fléché et Ouais, le patient lambda n'est pas au courant, de la possibilité que on vous en avez. revient Donc toujours c'est sur les normal. mêmes problématiques. C'est ça, c'est Ouais. ça.
Ok, parfait. Autre sujet, j'ai vu que tu enseignes également dans des écoles d'orthoptie. Qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que j'imagine que c'est pas pour l'argent. Qu'est-ce que ça t'apporte finalement d'être enseignante? C'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé. Moi, je trouve ça hyper important de transmettre nos connaissances. Donc c'est pour ça que je prends aussi, des stagiaires, alors principalement de l'école de Rennes, mais voilà, d'un peu partout quand on nous demande, je trouve ça hyper important de transmettre ce qu'on a appris. On sait que, toutes les écoles d'orthoptie ont des enseignements un petit peu différents en fonction de qui les dirige. Heu, c'est vrai que voilà, ça fait du bien aussi de voir, différentes, têtes de différents endroits d'expérience, justement pour avoir des retours, voilà, d'expériences différentes. Non, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, avoir le retour derrière sur: «Ah mais c'est hyper intéressant, c'est gratifiant, ça change notre activité, ça varie notre activité». Voilà, non, non, c'est que du positif. D'accord, très bien. Donc ton activité, tu le disais, a beaucoup évolué, hein, en 10-15 ans depuis que tu as commencé. Ça a vraiment changé du tout au tout, hein, finalement, de l'orthoptiste qui faisait, que du libéral, donc que de la rééducation, à vraiment maintenant, faire partie des 3 O et donc du coup vraiment, être le bras droit, hein, de l'ophtalmo également. Il y a des rumeurs, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une rumeur, mais on va dire des bruits qui courent, comme quoi vous auriez encore plus à l'avenir de délégations, notamment sur peut-être des suivis de patients glaucomes stabilisés. Tu as entendu parler de ça? Oui, j'ai entendu parler de ça. Il y a plusieurs, rumeurs, et effectivement sur, donc ça pour les patients glaucomateux où il faudrait que l'orthoptiste, s'équipe d'un champ visuel du coup. Voilà, je pense que ça peut être hyper intéressant, mais pour l'instant, c'était vraiment des prémices que j'ai entendues. Par contre, ce qui, je pense, va se faire, qui est peut-être probablement un peu plus abouti, c'est le protocole RNM élargi. Mmh. Donc pour l'instant, ça va jusqu'à 49 ans inclus et a priori, ça pourrait passer jusqu'à 65 si je me souviens bien. Voilà, il a été question de faire un examen plus ou moins de la lampe à fente en plus, mais je crois que c'est pas dans les clous. Donc si ça passe, ça pourrait être super intéressant parce qu'il y a beaucoup de patients qui essayent de forcer pour prendre rendez-vous parce qu'ils veulent voir un orthoptiste pour juste un renouvellement de lunettes et ils ne peuvent pas pour l'instant parce qu'ils ont vu un ophtalmo depuis plus de 3 ans. Donc ça passe pas. D'accord, très bien. En effet, donc ce sera encore une nouvelle évolution, de ton métier. Sinon, est-ce que toi, tu as une vision, sur l'orthoptie à 10 ans peut-être? Quelque chose comme ça qu'on n'aurait pas évoqué? Une évolution? Bah, l'évolution, c'est l'élargissement, justement de ces protocoles-là, voilà. Pourquoi pas un élargissement de la primo-prescription, pareil en termes d'âge, avec des primo-prescriptions de verres pensée peut-être. Pareil, si dans des cadres bien délimités, hein, si tout va bien et que voilà, si tout est cadré, il y a pas de raison que ça se passe mal. Hem, il y a le tout ce qui est fonctionnel qui est en plein développement. Donc on l'a vu pour la prise en charge, des patients dyslexiques, ouais, ce genre de patients, sur la prise en charge des sportifs. Mmh. Voilà, je pense qu'il y a un champ des possibles énorme. Hem, idem avec les bilans d'aptitude, avec les permis de conduire, qui sont, européanisés, avec des contrôles, mais qui va faire les contrôles? Moi, je pense que l'orthoptiste a toute sa place, là-dedans. Après l'aptitude, c'est un peu mon dada, mais au final, c'est des examens qu'on fait déjà et qui sont simples. Donc voilà, je pense que l'orthoptie va encore évoluer, va encore s'élargir. Alors, je sais qu'il faut pas trop non plus que ça parte dans tous les sens et qu'il faut bien faire ce qu'on fait déjà. Mmh. Mais voilà, ça reste des pistes qui, je pense, sont intéressantes et vont évoluer dans le futur. Très bien. Mais écoute, on va suivre ces évolutions et puis on se refera un épisode 2 quand, ça évoluera et qu'on pourra voir un petit peu comment ça va se passer dans l'avenir. D'accord? Avec plaisir. Merci Nadja pour cette, interview aujourd'hui et puis je dis donc à bientôt pour un épisode 2. À bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Nadja nous a offert une vision très large de son métier d'orthoptiste qui j'espère vous aura donné des idées. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.